Il y a quelques perturbations sur certains RER, notamment le D et le E, et quelques réseaux de bus en province. Je pense notamment à Rouen, à Toulouse, à Nice. Mais globalement, l'impact sur les usagers est plutôt modéré. Parce qu'il y a une faible mobilisation, vous diriez ça comme ça? D'abord parce que c'était je ne vais pas commenter la mobilisation, mais c'était si, c'est un sujet politique aussi. Oui, mais ce que je peux dire, c'est que c'était un mouvement intersyndical et que j'observe que notamment l'UNSA et la CFDT ne se sont pas joints au mouvement. Et donc, c'est une grève pour rien? Ça, c'est pas du tout à moi de le dire. C'est une grève. Ils ont choisi de faire grève pour des raisons qui leur appartiennent. Je constate que ce mouvement est peu suivi. C'est une satisfaction quand même de voir que socialement, les transports ne sont pas bloqués. Il y a un régime démocratique dans lequel les syndicats peuvent faire grève. Ils font grève. Cette grève est peu suivie. C'est heureux pour les usagers. Et par ailleurs, les syndicalistes assument le fait de faire grève pour des motifs qui peuvent paraître pour certains effectivement un peu loin des préoccupations des Français à ce stade. Le pouvoir d'achat, c'est un peu loin des préoccupations? Non, c'est pas ce que je dis, mais on parle de la grève dans les transports, et par ailleurs on peut parler effectivement du pouvoir d'achat. Je rappelle quand même que sur le pouvoir d'achat, ce mandat oui, alors Macron, attendez, on va en parler, deux fois plus. Aussi les faits sont têtus. On a aussi cette étude de Bercy dont on imagine que tous les ministres ont été saisis pour en faire évidemment la publicité. Mais on y reviendra. Petit sujet d'inquiétude du côté des routiers. Jean-Baptiste Djebbari, une intersyndicale réclame une revalorisation à 2 chiffres et un 13e mois sous peine, je cite, d'en tirer toutes les conséquences. On mesure bien ce que c'est que les conséquences d'une grève des routiers. Il y a de la tension? Moi, j'étais à la rencontre la semaine dernière. Il y avait le congrès de la Fédération nationale des transports routiers. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec son président, Jean-Christophe Pic, et nous avons parlé des différents sujets, et notamment du sujet de la protection sociale. Moi, j'étais très, très franc avec eux sur le sujet. La concurrence, elle s'est exercée ces 20 dernières années en intra-européen. On a voté pour eux ce qui est important, ce qu'on appelle le paquet mobilité, qui permet de mieux contrôler le cabotage, bref, le dumping social et fiscal, qui s'est exercé beaucoup au détriment des Français. Donc c'est un travail qu'on va continuer avec la présidence française de l'Union européenne. Et je leur ai rappelé aussi que l'État, parce qu'il s'est extraordinairement mobilisé, les routiers pendant la crise, que l'État avait été à leur côté et continuera de l'être ces prochains mois, évidemment. Vous répondez pas à ma question. Est-ce qu'il y a de la tension? Est-ce que vous absolument, vous dites, c'est plus important. Vous parlez de votre bilan, c'est important. Il y a des revendications là maintenant, des revendications salariales. Est-ce que vous allez les recevoir? Comment allez-vous leur répondre? Mais d'abord, c'est de l'ordre du conventionnel, c'est de l'ordre de la négociation avec les entreprises. Nous, sur tous les sujets sur lesquels j'ai été sollicité directement, j'ai répondu. Vous dites c'est pas notre affaire. L'État n'a pas à intervenir, c'est aux branches de négocier. Moi, je ne m'esquive d'aucun débat et d'aucune proposition. Je dis juste que faisons les choses dans l'ordre. Quand on m'a saisi sur des sujets, s'agissant des retraites par exemple, j'y ai répondu. On a une mission qui est en cours, qui est objective, tout cela. À chaque fois que j'ai un sujet pour lequel c'est ma compétence, j'y réponds directement. Quand il y a des sujets d'ordre, de la négociation salariale entre les entreprises et les salariés, c'est au niveau de l'entreprise de se faire. Qu'est-ce que vous dites aux entreprises? Là, vous savez, la réalité quand même de ce secteur, c'est que les marges des entreprises, justement du fait de la concurrence intra-européenne, se sont beaucoup réduites. Si je caricature un peu les choses, si je les simplifie, il y a 20 ans, vous avez les transporteurs routiers français qui travaillaient beaucoup à l'international sur des longues distances et qui avaient des marges importantes. Et donc des entreprises qui avaient des possibilités importantes. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. La crise a évidemment impacté le secteur du transport routier comme les autres. Il y a aujourd'hui un redémarrage, à la fois sur la logistique et le transport routier. Donc ça, c'est peut-être le sujet des marges nouvelles qui vont se créer. Et encore une fois, les discussions doivent avoir lieu et je ne les préempte pas. Parce qu'il y a quand même beaucoup de trafic. Mais en tout cas, l'année 2020 a été très difficile. Il y a beaucoup d'activités quand même, Jean-Baptiste Djebbari. Il y a des nouvelles activités. Il y a des nouvelles activités, notamment autour de l'e-commerce, autour évidemment de la logistique. Donc il y a des nouvelles activités, des nouveaux entrants aussi, des grands concurrents comme Amazon et d'autres. Donc ce monde bouge beaucoup. Et donc il faut accompagner à la fois ces mutations, se prémunir des effets pervers. Et encore une fois, ces discussions, elles se déroulent dans l'entreprise. Mais vous les regardez, j'imagine. Est-ce qu'on peut prendre le risque? Est-ce que vous pouvez prendre le risque de ne pas intervenir s'il y a un risque de blocage? Moi, je vais prendre le risque de faire la démocratie sociale telle qu'elle s'applique dans notre pays. C'est-à-dire d'avoir les discussions au bon niveau dans l'entreprise, entre les syndicats et le patronat ou les entrepreneurs. C'est comme ça que ça se passe. Vous dites les entreprises, elles n'ont pas encore restauré leurs marges, c'est ce que je comprends. En tout cas, l'année 2020 a été compliquée. Et vous dites donc aux salariés, soyez raisonnables? Je leur dis discutez. Toutes les boîtes ne se ressemblent pas. Avant de bloquer, discutez et prenez en compte les difficultés des entreprises. Il n'y a pas de situation homogène. Pas de situation homogène. Il y a des boîtes qui ont très bien réussi dans la crise, d'autres qui sont en très grande difficulté. Et donc les marges à l'intérieur des entreprises sont peut-être différentes pour faire de la revalorisation salariale notamment. Est-ce que quand même c'est un risque que vous regardez? Est-ce que vous avez des craintes? Et moi je regarde tout.
Bon. J'essaie de regarder en lucidité. Mais si vous me demandez une réponse générale sur un sujet... Non, je vous demande une réponse précise, pas générale. Je vous réponds précisément. Il y a 1000 cas d'entreprises qui n'ont pas les mêmes santé financières et donc pas les mêmes possibilités de revaloriser les salaires. Donc si vous me dites que vous avez une solution pour les 1000 entreprises très différentes, je la prends et peut-être je la mettrai en œuvre. Je suis chargée des transports. Mais je dis juste qu'effectivement, c'est plus compliqué que ce que vous dites. Bon, est-ce que vous allez me dire ça aussi pour les pneus? Tolérance d'1 an pour l'obligation d'avoir dans sa voiture des pneus neige ou des chaînes, chaussettes. La sécurité peut attendre. On rappelle que cette loi, elle a été votée quand, Jean-Baptiste Djebbari? Non, mais d'abord, nous avons reporté l'année dernière. Elle date de quand, cette loi? D'effet de Covid. C'est une loi qui est ancienne, effectivement, qui s'applique aujourd'hui. Elle est de 2016. Décret, comme beaucoup de lois qui mettent du temps à se mettre en œuvre. Il y a déjà des obligations de sécurité. Quand vous allez en montagne et que vous avez des panneaux, vous avez une obligation de sécurité et vous êtes déjà, entre guillemets, sanctionné par peine d'amende quand vous n'inspectez pas. Donc, là, il s'agit d'avoir ça obligatoirement. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas concernés, ce sont dans les départements montagnards, de 1er novembre à mars, l'obligation d'avoir ces équipements, évidemment pour la sécurité de ceux qui circulent. Donc ce que nous disons, c'est que sur les portions les plus accidentogènes, il y a déjà des obligations et déjà des sanctions qui s'appliquent d'ores et déjà. Donc la sécurité, elle est assurée de ce point de vue-là. Ça, c'est une obligation plus générale, effectivement, d'équipement hivernal dans les zones de montagne. Et donc le principe cette année, c'est que nous faisons l'information et la pédagogie. Pour une loi qui a 5 ans déjà? Oui, pour une loi qui a 5 ans déjà, mais beaucoup de lois mettent beaucoup de temps à se... Oui, bien sûr, mais la pédagogie, si vous voulez, elle aurait pu mais d'ores et déjà sur les portions, je le redis, d'ores et déjà sur les portions les plus accidentogènes, il y a des panneaux et donc une obligation et le cas échéant des sanctions qui sont prononcées. Des sanctions qui n'arriveront qu'en novembre 2022. D'ores et déjà, quand vous êtes sur une portion sur laquelle il y a obligation. Mais là, donc, pour cette loi... Et donc nous répondons, ce que je veux dire par là, c'est que nous répondons sur les sujets de sécurité. Puisque sur les portions de montagne... Cette loi ne sert à rien. Il y a un moment, c'est une loi qui généralise l'obligation d'équipement hivernal. Vous savez, on a beaucoup de cas. Quand vous allez en montagne ou dans des zones montagneuses, on voit beaucoup de queues aux stations-service pour des gens qui n'ont pas anticipé et qui achètent un équipement. C'est comme ça que ça se passe. Ceux qui ont la chance d'aller en montagne connaissent ces scènes. Non, bien sûr. Et donc la loi, elle cherche à répondre. Non, bien sûr, elle répond à ça. Oui. La loi, elle répond à ça parce qu'en général, quand vous habitez en montagne, vous avez des pneus neige ou alors vous êtes équipé. Elle répond surtout à ceux qui viennent occasionnellement et pour lesquels aujourd'hui on porte une obligation générale. Et la réalité, encore une fois, c'est que sur les zones de montagne dangereuses, il y a une obligation. Aucune arrière-pensée électoraliste. Il y a un enjeu de pouvoir d'achat, évidemment. Il s'agit des voitures. On se rappelle que les questions, les obligations liées aux voitures, c'est un tout petit peu sensible depuis une certaine crise, des gilets jaunes. Qui est pragmatique. Encore une fois, on ne répondrait pas sur la sécurité. On répond sur la sécurité. Bon, dans ces cas-là... La souplesse dans la mise en œuvre, c'est quand même souhaitable. Mauvaise nouvelle du jour, Jean-Baptiste Djebbari, 52 milliards de pertes cette année pour le transport aérien international. Cette crise aura coûté en tout, je crois, 200 milliards au secteur. Quand estimez-vous le retour à la rentabilité? C'est difficile à dire. Les différentes prévisions disent qu'autour de 2023-2024, on devrait revenir au niveau économique de 2019. Mais évidemment, on a un sujet un peu structurel. C'est que pendant cette crise, c'est beaucoup développé la visioconférence, le télétravail. Et que notamment, s'agissant des voyageurs d'affaires, qui sont l'essentiel de la rentabilité des compagnies aériennes au sens général du terme, on ne les voit pas tout à fait revenir maintenant. Et donc on est dans un contexte un peu compliqué où on a à la fois des compagnies aériennes qui sont pour certaines en difficulté. Les grandes compagnies ont été soutenues en général par leurs États. Les compagnies très low cost avaient en général suffisamment de trésorerie. Et au milieu, vous avez un certain nombre de compagnies qui sont plus fragiles. Et de l'autre côté, vous avez des voyageurs d'affaires qui vont mettre du temps à revenir. Et qui reviendront quand? Le retour à la normale, c'est pour, on dit 2023. On dit 2023-2024, mais honnêtement... Ça, c'est le retour à la normale de la circulation. La rentabilité aussi, 2023? C'est l'équilibre économique. Donc 2023-2024, c'est le retour à un équilibre économique qu'on a connu à peu près autour de 2019. Mais encore une fois, ce sont des prévisions. Mais ça veut dire qu'il y aura un trafic qui sera, à votre avis, comparable à celui de 2019 ou celui-là, on ne le retrouvera jamais? Non, je pense que je ne sais pas si on pourra vraiment le comparer. On a déjà observé quand même des effets de la crise. On a observé des faillites de compagnies aériennes. On va certainement connaître un mouvement de consolidation, au sens où des entreprises vont disparaître et les groupes vont se consolider. Donc peut-être qu'on va observer, je le dis avec précaution, une hausse des prix. Par ailleurs, on est dans un mouvement de régulation environnementale pour l'aérien. Donc, du coup, ça aussi, ça a vocation peut-être, dans ses conséquences, à augmenter les prix. Donc, de toute façon, le paysage change. C'est une certitude. Le paysage change, d'accord. Donc, un retour à la normale, vous ne vous prononcez pas. 2023, mais comparable à 2019, peut-être pas. Pas pareil. Est-ce que vous allez aider? Est-ce qu'il faut aider encore Air France? Air France a été beaucoup aidée. Oui, est-ce qu'il faut encore aider Air France? En tout, 10 milliards. Aujourd'hui, avec la reprise du trafic, Air France a fait un été de l'ordre de 65% d'un été normal.
Et les prévisions que nous avons sur la fin d'année et sur l'année prochaine nous font penser, à ce stade, que l'aide a été suffisante, qu'elle a les capacités de trésorerie et qu'elle a la stratégie pour reconquérir ses clients. D'ailleurs, Air France-KLM redémarre plutôt mieux que ses voisins, et c'est une bonne nouvelle. A fait plutôt un meilleur été commercial que ses voisins, notamment ses voisins européens, et donc c'est une bonne nouvelle. Et à ce stade, nous n'envisageons pas, après tout ce qui a été fait pour à la fois aider et convertir des aides en participation au capital, nous n'envisageons pas à ce stade de nouvelles aides. Mais l'actualité nous a appris à être humbles en la matière. Mais vous n'envisagez pas une nouvelle en fonction des données que nous avons maintenant. Pour Air France. Question simple, réponse rapide s'il vous plaît. Quand est-ce que les voyageurs vaccinés pourront voyager, précisément, comme avant, avec un pass sanitaire? On a eu un G7 la semaine dernière. Oui. Et donc l'idée, c'est qu'à compter de début novembre pour la plaque américaine, et c'est important, hein, les USA, oui. le Canada, on puisse effectivement mettre ça en œuvre, ça va être beaucoup plus lent, à mon sens, sur la Chine notamment, et un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est qui ont des stratégies Covid très restrictives. Donc l'harmonisation, c'est pas maintenant. En tout cas, on essaye. Et la possibilité pour que, effectivement, on puisse voyager juste. En tout cas, ce qui est sûr, j'essaie de répondre à votre question, mais au niveau du G7, on essaie d'aller vite sur le principe de la double vaccination. Le G7, ça ne comprend pas la Chine, par exemple. Donc, au niveau du G20, on aura certainement des initiatives à prendre. Et la vaccination, et notamment la double vaccination, c'est vraiment aujourd'hui la pierre angulaire de ce qui nous permettra, ce qui nous permettra de retrouver un trafic normal. Plan d'investissement attendu le mois dernier, il arrive le 12 octobre, mardi, présenté par Emmanuel Macron. Et entre autres, sera concerné le domaine de l'aviation verte. D'abord, vous confirmez qu'il y aura des moyens mis sur l'aviation verte? Je confirme qu'il y aura un sujet transport et que parmi les sujets transport, il y aura l'aviation verte. Alors l'aviation verte, c'est quoi? C'est deux grands sujets. Ouais. D'abord, c'est la future génération d'avions sobres en carbone, pour faire simple, des avions électriques, des avions hybrides, demain des avions à hydrogène. Et puis, c'est ce qu'on appelle les carburants alternatifs au kérosène. Et ça, c'est réellement la nouveauté. Il y a eu un vol Air France la semaine dernière au départ de Nice avec 30% de biocarburants sur la base d'huile de cuisson usagée. Donc là, on a une filière française à développer. C'est évidemment beaucoup plus écologique. Vous baissez les émissions de l'ordre de 90% tout de suite. Et évidemment, vous ne transigez pas sur la sécurité. Donc c'est une belle filière française à créer. On a commencé à l'amorcer. Et je pense qu'en plus, c'est la solution de court terme pour l'aviation. Donc ça crédibilise l'ensemble du discours politique qui est porté par l'ensemble des décideurs de ce monde. C'est évidemment un sujet passionnant, un sujet d'avenir, des avions propres d'ici à 2050. On rouvrira ce chapitre et on a une industrie française et européenne d'envergure mondiale. Donc là, pour le coup, on a la capacité de faire la différence. Combien de milliards seront mis sur la filière? On a déjà mis 1,5 milliard sur la filière. Mais là, déjà mis. Mardi. Et donc, je vais laisser le président faire l'annonce s'agissant du plan d'investissement. Quelle prudence. Votre arrière-grand-père était algérien, Jean-Baptiste Djebari. Je crois qu'il est venu en France juste avant la Première Guerre mondiale. Il y a une crise diplomatique, il y en a souvent avec l'Algérie, mais elle est lourde, celle-là. Elle est consécutive d'abord à la mesure sur les visas et ensuite aux déclarations d'Emmanuel Macron samedi qui affirme, je cite, que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire et il a questionné l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Est-ce qu'il a bien fait? Mais d'abord, il faut rappeler le contexte. Il a expliqué comment le rapport qu'il avait confié à Benjamin Stora avait été reçu en Algérie. Donc, il a fait l'exégèse de la réception de ce rapport. Non, je n'étais pas à cette rencontre. De Harki. Mais évidemment, j'ai suivi ça de près pour la raison que vous dites précisément. Et donc, je crois qu'il a fait une restitution très franche, tout en n'ayant fait sa part du chemin sur le plan mémoriel. Il a tenu, le président de la République, il a d'ailleurs été beaucoup critiqué pour cela, rappelez-vous, il y a quelques années, des propos qui ont visé à objectiver la part de la France. Non, mais il a effectivement dit pendant la campagne que avaient été commis en Algérie des crimes contre l'humanité de la part de la France. Et aujourd'hui, on ne peut pas lui reprocher tout et son contraire. On ne peut pas lui reprocher tout et son contraire. On ne peut pas dire... non, mais écoutez, c'est important. Est-ce qu'on peut observer qu'il a évolué dans le discours? On ne peut pas dire qu'il a essayé d'avoir une vision lucide et très franche, et d'avoir des propos très francs sur ce qu'il estime avoir été la part de la France dans l'histoire qui lie la France et l'Algérie, et de l'autre côté, le critiquer pour tenir des propos tout aussi francs sur la réception qu'il estime être celle... C'est pas un virage à 180 degrés, c'est lui en même temps. Non, c'est le en même temps si vous voulez, mais c'est la lucidité sur l'histoire de la France et de l'Algérie qui ont histoire liée et sur lesquelles il faut peut-être, par la lucidité et la franchise des propos, sortir d'une situation qui aujourd'hui, effectivement, est compliquée sur le plan diplomatique notamment. Oui, ce matin d'ailleurs, chez nos confrères de France Inter, le chef de l'État précise, je pense que nous avons trop
de nos compatriotes dont l'histoire est liée à l'Algérie pour faire comme si de rien n'était. J'ai une question quand même à vous poser. Certains malveillants, sans doute, diront qu'il fait du Zemmour quand il parle du pouvoir algérien comme il l'a fait. Il parle de ce sujet depuis son élection et depuis 2017. C'est même pendant la campagne. C'est même pendant la campagne qu'il a eu les mots de mémoire, qu'il a eu les mots que vous avez répétés. Oui, qui relevait plus d'un sentiment de repentance que d'accusation aujourd'hui. Sincèrement, non, c'est une approche. Je crois vraiment, et pour comprendre ce qu'il fait sur ces sujets, c'est une approche équilibrée, franche et lucide sur ce que sont les histoires mêlées de la France et de l'Algérie. Donc on peut y faire un traitement de l'actualité zémourien si vous voulez, on peut tout zémouriser dans l'actualité politique. Je crois vraiment que là on y est pas. On peut tout zémouriser dans l'actualité politique ? Vous vous y prêtez visiblement. Moi je dis juste que c'est un sujet sérieux. Zémouriser. Non mais on peut tout voir sous le prisme de l'action d'un Éric Zemmour qui serait absolument... voilà. Je crois que c'est vraiment pas le sujet, et je crois que c'est un sujet beaucoup plus sérieux que l'émergence d'une personnalité politique comme Éric Zemmour. C'est un sujet qui est traité par le président depuis qu'il est président, même quand il était candidat, et avec, je crois, beaucoup de franchise et de lucidité. Mais c'est une personnalité politique qui émerge, Éric Zemmour. Vous venez de le dire. C'est sûr, c'est une personnalité politique. C'est un phénomène durable, narcissique, messianique, au nationalisme ethnico-culturel. Donc je pense que là, ou ethno-culturel, je pense qu'on a effectivement quelqu'un qui a une proposition politique très très marquée, ça c'est sûr. Ouais, et durable ? C'est pas à moi de le dire, c'est pas moi qui vote, et c'est pas moi qui... Vous observez ça comme la lait sur le feu, je n'en doute pas. Moi j'ai débattu avec Éric Zemmour, je le connais, c'est quelqu'un qui a évidemment des qualités rhétoriques, qui a une vision très claire de ce qu'il propose, ou ce qu'il proposerait le cas échéant au pays. Vous avez compris que c'est pas ma vision. C'est un nationalisme étriqué. Cette clarté, c'est précisément une des raisons de son succès, entre guillemets. Et dans notre sondage IFOP, en un mois, il est passé de 7 à 12 ou 15 selon les adversaires, vous l'avez vu. Mais parce que je pense qu'en politique, il faut donner justement, on parlait de la France et de l'Algérie, il faut donner, sous un angle qui n'est pas celui d'Éric Zemmour, il faut donner une vision pour le pays. On a eu des générations politiques, j'espère avant 2017, qui ont proposé des visions gestionnaires et comptables du pays. La force, entre guillemets, des populistes, comme on les appelle, d'un terme un peu générique, c'est qu'ils proposent des visions très claires. Alors pour nous, ce sont des visions qui sont nationalistes, étriquées, de repli, déclinistes, et je ne crois pas du tout que le pays ait besoin de ça. Mais au moins, ce sont des visions très claires. Donc c'est à nous de l'opposer une vision de volonté, d'optimisme, et qui correspond davantage, je crois, à ce qu'est réellement le pays. Oui. La clarté, c'est parfois la simplicité, c'est parfois le simplisme. C'est pas forcément c'est plus difficile d'être nuancé, c'est plus long, c'est moins clair. Et pourtant, il faut aller sur ce terrain. Et moi, je crois que la complexité peut être comprise dans l'application dès lors que le chemin est clair et droit et est tracé. Je pense qu'on peut faire les deux. Merci beaucoup Jean-Baptiste Djebari d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.